Sympa, ça, c'est... Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour. bonjour. C'est super, je vois qu'il y a déjà des participants. Bonjour Antoine, bonjour Alice, bonjour Manon. Ah, on les connaît, ceux-là. Ouais, il y en a Bonjour certains que je Maëlys. connais là-dedans. Est-ce qu'on commence à projeter, messieurs? Ouais, très bien. Je fais un petit bonjour dédié à Maëlys. C'est sympa que tu viennes participer à nos talks. Ah oui, c'était là Maëlys. Salut C'est Maëlys. là, Maëlys, la seule, l'unique. Ah oui, Ok. Maëlys. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, moi je le vois. Oui. Yes. Super. Ok, top. Allez, on démarre. Merci à tous de participer à ce Limpid Talk. Comme vous vous en doutez, pour ceux qui nous connaissent, les Limpid Talks, ce sont des événements qu'on réalisait avant le Covid à l'agence et qu'on a digitalisé avec un nouvel outil qu'on utilise aujourd'hui qui s'appelle Livestorm. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à répondre au sondage, c'est fait pour ça. Et Naomi va modérer tout le contenu. Avant de démarrer, une petite piqûre de rappel pour ceux qui nous connaissent et une présentation pour les nouvelles personnes qui participent. Les Limpid Talk, enfin Limpid, c'est une agence avant tout qu'on a créée il y a 10 ans maintenant. On a fêté notre anniversaire en janvier et aujourd'hui, après 10 années, on a fait pas mal de chemin. On est une trentaine basée sur différents métiers, des métiers de conseil, des métiers de créa, de dev. On a aussi un pôle trafic. Donc, on peut vraiment travailler sur toute une chaîne de valeur pour créer des expériences digitales complètes. Ces expériences-là, elles sont faites en plusieurs temps. D'abord, la mesure en amont. Donc, on vient se rapprocher des utilisateurs, on vient comprendre qui ils sont à travers des interviews, des audits. Et toute cette matière-là va alimenter l'étape suivante de design de l'expérience et de création de l'expérience. Donc, on va mener des ateliers avec nos clients pour arbitrer des choix stratégiques. Et ensuite, on va pouvoir créer des expériences avec tout ce qui est programme d'identité pour la partie branding, UX, UI pour la partie digitale. On va vraiment faire en sorte de créer des choses belles et performantes. Et ça nous permet ça nous a permis au travers des années de vraiment mettre en place, figer une expertise qu'on partage avec du contenu, donc les talks comme aujourd'hui. On fait aussi des interviews objectives que je vous conseille, je vous invite vivement à aller voir. Et ce partage de notre expertise, on l'a poussé, on va même un peu plus loin avec de la formation. Aujourd'hui, on forme sur nos métiers, on est organisme de formation. Donc, tous ces sujets-là, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter après l'événement. On se fera un plaisir de prendre un peu de temps pour discuter avec vous autour d'un café visio. Donc, Limpid, c'est 2 pôles d'expertise. Le premier, comme je disais, c'est User Experience. On vient analyser la data, les comportements sur des outils digitaux, sites internet ou outils métiers, pour derrière refondre la plateforme, l'optimiser, enfin voilà, en fonction du projet. Et le deuxième pôle, Brand Experience, là on travaille plutôt sur des métiers de communication, comment faire vivre une marque à travers des programmes d'identité, de la création de contenu, des stratégies trafic, SEO, SEF, et tout ce qui est onboarding autour d'un projet. Et aujourd'hui, je vais passer la parole à Naomi qui va nous présenter le sujet et les intervenants. Et je vous invite encore une fois à ne pas hésiter à nous contacter via le chat de l'outil. Merci Cyril pour la présentation. Effectivement, avant de commencer, je vous propose de faire un rapide tour de table pour vous présenter les intervenants qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui pour parler de SEO et de plateforme de marque. Jérôme, je te laisse te présenter.
Oui, bien sûr, Naomi. Eh ben, moi, je suis le grand représentant de la marque ce matin sur ce talk, en tant que directeur du pôle Brand Experience de l'agence et créatif de formation, créatif de l'image, créatif des mots. Et voilà, je vais un peu défendre cette grande idée que la marque se doit de s'exprimer avec originalité et singularité. Peut-être à défaut du SEO, on verra ce que Benjamin pourra nous dire à ce sujet-là. Donc enchanté, moi c'est Benjamin, je travaille au sein du pôle web marketing de l'agence Limpide. Et donc moi je vais défendre vraiment la visibilité, donc le SEO. Ça va être intéressant de débattre aujourd'hui avec Jérôme pour essayer de trouver un juste milieu. Merci Benjamin. Cyril, tu veux peut-être te présenter quand même? Oui, Ah oui, oui. effectivement, je ne me suis pas présenté. Donc moi, je suis Cyril, je suis en charge du business développement chez Limpide. Donc je travaille avec Naomi sur la partie contenu, animation de la communauté et sur la partie fidélisation de nos clients, avant-vente. Du coup, si jamais vous êtes intéressé pour travailler avec nous, c'est vraiment avec moi que vous échangerez à l'issue de ce webinaire. Merci Cyril. Naomi, enchantée et bienvenue à tout le monde. Donc moi je suis en charge des contenus de l'agence, donc principalement des talks et des interviews objectives. Pour vous recontextualiser un petit peu le sujet d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un nouveau talk qu'on propose. C'est un sujet que nous on a l'occasion de traiter au quotidien dans nos projets. Et donc aujourd'hui, on voulait vraiment vous partager nos connaissances, nos retours d'expérience pour vous aider aussi à résoudre vos problématiques et réfléchir sur certains sujets. Donc, on va échanger autour du sujet de comment on crée des contenus qui sont visibles et engageants sur le web. Forcément, on va bien sûr parler SEO avec Benjamin, plateforme de marque, avec Jérôme. Cyril, tu peux Ouais, passer. Cyril, merci. Tu peux passer aussi celle-là. Donc voilà. Et finalement, la première question qu'on se pose, c'est d'abord, est-ce que cette union, elle est possible? Je crois que Jérôme, Benjamin, vous avez des statistiques à nous partager sur ça. Bah oui, bien sûr. En fait, on ne sait pas si elle est possible pour l'instant à ce niveau-là du talk. Ce qui est certain, Cyril, je veux bien que tu avances dans les slides. Alors, on va avoir des petits couacs là, je sens, parce que sur la solution qu'on utilise, on n'a pas tous la Ouais. main. Merci Cyril, n'appuie pas trop vite, on te dira quand il faut que tu appuies. Donc évidemment, oui, la plateforme de marque très importante parce qu'aujourd'hui, sur des marchés où on le voit bien, même avec la crise Covid, où les marques ont de plus en plus besoin de faire valoir un peu leur positionnement et leur valeur surtout, on se rend compte que c'est nécessaire de travailler l'image. Et l'image, elle n'est pas seulement nécessaire en B2C, on le voit même en B2B. On sait que nous, professionnels, on a besoin, quand on recherche une solution, d'avoir un discours de marque qui soit séduisant, performant, créatif, et que ce ne soit pas seulement réservé à des univers consommation, de conso B2C. Donc, en B2B, on a une étude, on en a plein, on avait plein de données, on a sélectionné cette statistique, c'est 71% quand même des clients B2B que nous sommes probablement tous à un moment ou un autre autour de la table de ce talk, qu'on attend de plus en plus des expériences de type B2C, sous-entendu des marques qui s'expriment avec qualité, originalité, singularité. En effet, comme tu le dis, Jérôme, hein, c'est vraiment ça qui va permettre de créer de l'engagement, avoir une marque originale et singulière. Et c'est une bonne chose. Maintenant, il faut bien garder en tête qu'un contenu engageant et bien fait, c'est pas suffisant. Il faut que ce contenu soit véritablement visible. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui que je vais défendre le point de vue du SEO. Hein. Le SEO, c'est tout ce qui consiste à optimiser un contenu pour qu'il soit visible dans les moteurs de recherche. Et donc, on a une statistique qui est claire. Aujourd'hui, on a 93% des expériences online qui commencent avec un moteur de recherche. Donc, c'est bien beau d'avoir un beau contenu, mais attention, il faut avoir un contenu visible. Effectivement, on a deux statistiques intéressantes ici, mais il y en a une aussi qui est importante ici, c'est la troisième, et qui nous montre finalement que c'est pas facile d'unir ces deux notions-là. La preuve, c'est que 31% des marketeurs B2B se considèrent inefficaces dans leur stratégie de contenu. Mais alors, du coup, si c'est pas si simple, Benjamin, finalement, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les intérêts d'unir ces deux notions? Avec plaisir. Cyril, tu peux avancer du slide, s'il te plaît. Donc en effet, marier plateforme de marque et SEO, c'est un exercice délicat.
Cyril, tu peux avancer un tout petit peu dans Voilà. l'animation. Mais alors, c'est un travail qui est quand même essentiel. D'abord, écrire, produire des contenus, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et passer énormément de temps à produire des contenus qualitatifs et qui ne seront jamais lus, finalement, ça, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix éviter. Et c'est en ce sens qu'il faut à tout prix intégrer la réflexion SEO à votre stratégie digitale. Et alors, l'autre point, c'est que pour engager vos visiteurs, créer une relation singulière avec eux, et Jérôme vous l'expliquait juste avant, il faut réussir à établir un discours de marque. Et la plateforme de marque, aujourd'hui, c'est ce qui permet vraiment de l'instaurer. Et Jérôme vous expliquera un petit peu plus tard dans cette présentation comment on va vraiment aller créer aussi sa plateforme de marque. Donc on va y revenir, mais c'est vraiment un mariage impératif. Cyril, je pense que… Ouais. Alors, pour illustrer notre propos, on a deux exemples à vous montrer. Le premier exemple, en fait, c'est celui-ci, c'est l'exemple d'EDF qui prend la parole avec son site web, donc qui nous crée un contenu. Qu'est-ce que le développement durable? Donc finalement, c'est une prise de parole qui est assez engagée et qui est révélatrice d'une valeur écologique. Cependant, c'est un contenu qui n'a pas du tout été optimisé pour le SEO, donc qui, in fine, n'est pas visible. C'est un contenu qui figure en 5e page de Google. Donc, une prise de parole, engagée, un contenu qu'on a mis du temps à produire, mais finalement, un contenu qui est très peu visible. Et en plus, lorsqu'on va sur le site d'EDF, il y a quand même peu de chances qu'on arrive sur ce contenu puisqu'il est peu maillé avec d'autres pages. Donc, c'est vraiment l'exemple d'un contenu qui a été optimisé avec une plateforme de marque, mais pas avec le SEO. Et on va vous montrer juste après un second exemple. Donc ça, c'est l'inverse en fait. Ici, on a une entreprise qui s'appelle Agence BDOR qui a optimisé à fond son contenu pour le SEO, pour le rendre visible sur la thématique de l'achat d'or. Comme vous pouvez le voir sur l'image à droite, on a vraiment le mot achat d'or qui va figurer 21 fois dans le contenu. Donc, on est limite sur de la suroptimisation SEO. Et en parallèle, alors on a un discours de marque qui est complètement plat et on a peu de valeur ajoutée. On en apprend peu sur la personnalité de cet acteur en lisant le contenu. Et finalement, c'est même un contenu qui peut créer de la défiance vis-à-vis d'un internaute. On peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce site? Ce serait pas une arnaque? Voilà. Donc, c'est important de trouver le bon curseur. Et donc, on peut passer à un troisième exemple dont va vous parler Jérôme. Le troisième exemple, on a fait exprès, on a pris l'exemple que tout le monde nous cite tout le temps. C'est-à-dire que l'on soit dans une refonte d'identité, dans une refonte d'un site internet, on a toujours l'exemple d'Apple. Voilà, ça reste une référence dans tous les cas de figure. On a Apple en tête. Et pourquoi en fait on a Apple en tête? Et pourquoi Apple et Apple? Parce qu'évidemment les produits, mais pas seulement, c'est quand même Apple, la grande histoire de la communication, de cette marque singulière qui sait prendre la parole et créer des événements par les simples présentations de ces nouveaux produits lors des keynotes tels qu'on l'a fait en ce moment. Et évidemment c'est séduisant. Je veux dire, quand il parle de l'iPhone 12, il parle pas du smartphone dernière génération, meilleure caméra que ça tout de suite. Non, c'est d'abord toujours un message, on le sait tous, toujours un message très, très positionnant, très porteur, qui prend de la hauteur. Ici, en l'occurrence, on n'a pas allé bien loin, on a juste fait la capture de ce qui se trouve en ce moment sur le site, l'iPhone 12 vers la vitesse et au-delà. Bon, toujours cette capacité à jouer avec les mots, et c'est ça qu'on a envie de faire, en tout cas côté marque, côté brand experience, c'est vraiment proposer une approche lexicale et stylistique originale, et évidemment avec l'image qui va bien avec. Mais nous, on a envie absolument, dès qu'on travaille sur des sujets de plateforme de marque ou de contenu, d'être capable et d'avoir en tête ce type de marque comme Apple, de se dire ils le font bien, ils ont trouvé leur style depuis longtemps et ils se renouvellent. Essayons de travailler dans ce sens le plus possible. Maintenant, c'est toujours l'histoire de savoir où placer le curseur entre le SEO et la marque. C'est ça, ouais, parce que tout à fait, il faut faire attention, tout le monde n'a pas la notoriété d'Apple. Et vraiment, pouvoir s'émanciper du SEO, c'est un Graal qu'on peut s'offrir quand on a une notoriété immense. Donc, il faut faire vraiment attention. Effectivement, ce que vous dites, Jérôme, Benjamin, c'est très intéressant. Donc, si on résume ce qu'on vient de se dire, on comprend qu'il y a une vraie relation entre le SEO et entre le contenu. Maintenant, on comprend aussi que finalement, comment on applique concrètement tout ça, quelle stratégie on peut adopter. Jérôme, un des éléments de réponse que toi, tu nous proposes, c'est de créer une plateforme de marque.
Est-ce que tu peux nous éclairer sur ça? Exactement. Alors, bon, déjà, effectivement, une plateforme de marque, c'est un document qui parfois paraît, c'est un peu abscon quand on vient nous voir et éventuellement on propose, on dit, mais ce serait bien, là, peut-être à ce moment du projet ou de votre développement, de créer une plateforme de marque. Ah bon, mais qu'est-ce qu'une plateforme de marque? Alors, c'est vrai qu'une plateforme de marque, il y a plusieurs éléments au sein de cette plateforme. Il y a ce qu'on appelle la vision, la mission, la vision de l'entreprise, sa mission. En tout cas, c'est la vision du marché et de comment on va pouvoir se développer dans un contexte donné, la mission, c'est-à-dire que par quels moyens on va réussir à attaquer ce marché-là dans des contextes bien précis. Et puis il y a la promesse de la marque et il y a la personnalité. Et dans cette plateforme de marque, finalement, ce qu'on a envie de retenir nous aujourd'hui, c'est avant tout, et c'est très à l'ordre du jour, c'est d'établir sa raison d'être. Voilà, ça revient beaucoup avec le Covid. En plus, les marques ont besoin de donner du sens et de faire valoir leur singularité en termes de valeur. Établir la raison d'être et in fine, nous, on parle de manifeste parce qu'en fait, une raison d'être, ça doit quand même être quelque chose, un étendard. Ça doit pas seulement être une belle parole, mais ça doit être un étendard qui projette l'impact positif qu'on a envie d'avoir sur la société, sur l'environnement ou autre. Donc ça, c'est un des gros piliers de la plateforme de marque, c'est ce chemin identitaire par la valeur, la mission, la vision et cette promesse que l'on nous caractérise par le manifeste. Le manifeste qu'on verra juste après, dans un exemple bien concret. Concevoir l'identité graphique, ça fait partie de la plateforme de marque. Souvent on dit oui, on va faire une charte graphique, on va revoir notre identité, on va faire un logo et une charte graphique. Finalement, la charte graphique est un élément de la plateforme de marque. Quand on parle de la personnalité, c'est-à-dire qu'il y a la vision, la mission, la promesse, les valeurs et la personnalité, dans la personnalité, il y a cet aspect de personnalité visuelle, graphique. Ça peut être une personnalité sonore, si on est sur une marque qui a besoin de s'exprimer en médias, sur en radio ou autre. Et puis, dernier élément, Cyril, je veux bien que tu avances, le dernier élément, c'est ce qu'on appelle la voix de la marque, tout bêtement. C'est un peu comment s'exprime la marque sur les supports sur lesquels elle va devoir prendre la parole. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais le tone of voice, la voix de la marque. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt de la plateforme de marque, c'est d'établir la raison d'être, faire créer ce manifeste très important à l'heure actuelle, d'autant que la raison d'être a été intégrée par la loi Pacte dans la RSE des entreprises. Donc, c'est vraiment, on doit passer par cette étape-là et concevoir l'identité et exprimer le tone of voice. Donc, on a un exemple finalement à vous proposer. Voilà, Isance, une société spécialisée dans la big data qui en 2019 nous a contactés pour orchestrer toute une refonte justement de cette plateforme de marque, une création de plateforme de marque qui a embarqué l'intégralité des outils, à savoir la mission, la vision, la promesse, cette raison d'être au travers d'un manifeste que l'on peut lire à droite, le travail de graphisme, d'identité graphique, pardon, et également ce travail sur le tone of voice. Donc, ce manifeste qui est finalement une synthèse de la vision, la mission et qui est la raison d'être, en gros, de l'entreprise, nous fait à la fin tomber sur ce qui est leur promesse, leur bold promise, le We Act for Good Data. Donc, dans le cadre de ce projet, il y a eu un travail pas seulement sur les mots, il y a eu un travail sur l'image et un travail aussi de définir ce tone of voice. Le tone of voice, finalement, c'est 3 piliers. Alors après, les méthodes évoluent en fonction d'une agence, d'un expert à l'autre. Il n'y a pas, quand on regarde sur Internet, il n'y a pas forcément une écriture absolue universelle de la plateforme de marque et de ce qu'on trouve dans le tone of voice. Nous, en tout cas, on retient que dans un tone of voice, il faut avoir réussir à définir son style, le ton et l'esprit. Le style d'Isance, typiquement, c'était d'avoir une prise de parole. On est tous ensemble, on est unis, on est un groupe, on est plutôt jeune, mais par ailleurs, on est sérieux. Le ton, on est convaincu, concis, direct quand on s'exprime. Et dans l'esprit, c'est vraiment cette idée de we act for good data, act for good data. On est honnête, transparent et surtout radical dans nos prises de position. Ça s'est traduit par ailleurs également sur un terrain de jeu graphique que l'on peut découvrir juste après, où il était juste avant. Non, il était juste après, voilà. Bon, voilà. Donc, c'est un tout, c'est-à-dire que la plateforme de marque, ça n'est pas seulement des mots, c'est aussi de l'image, c'est des valeurs, un manifeste, et tout ça, en fait, il y a quand même des bénéfices à l'issue de tout ça, évidemment. Nous, on en a relevé 3. Ces 3 bénéfices, au final, c'est de créer un terrain d'adhésion, on l'écrit favorable à l'externe et en interne. Alors, à l'externe, évidemment,
encore une fois, j'insiste, en ce moment, besoin de faire valoir sa raison d'être, son impact sociétal, environnemental, mais également en interne, la marque employeur. La plateforme de marque va adresser également le discours de marque employeur et va susciter probablement de l'intérêt auprès des futurs recrues, se doter d'une image qui revendique le positionnement souhaité. Là, ici, en l'occurrence, sur Isance, il y avait vraiment cette volonté d'être en rupture, d'être leader sur le marché de la big data. Voilà, vous avez peut-être pu le constater, une image quand même assez originale, qui sort un peu des sentiers battus de l'imagerie, peut-être image banque, très big data, les images, etc. Là, on était dans un univers très graphique. Et puis évidemment, développer un storytelling unifié. Il est là l'intérêt quand même de la plateforme, créer des contenus, mais pas seulement créer des contenus à la volée d'un support à un autre, mais d'avoir vraiment une ligne de conduite sur tous ces contenus, que l'on soit dans des contenus plutôt corporate, dans des contenus plutôt à vocation marketing, peut-être inbound marketing, plutôt marketing dit de contenu justement. Voilà, l'idée étant d'avoir une écriture unifiée, cohérente et qui résonne de manière transversale, en tout cas qui soit transversale sur l'ensemble des canaux et des supports. Et donc nous, voilà, quand on nous parle de SEO, des fois on est là, oui, mais le SEO, il va peut-être impacter notre travail de designer graphique, designer de l'image. Donc on est à l'écoute, de ce qu'ils ont à nous raconter, mais on défend fermement cette idée que la plateforme de marque et tout ce qu'elle embarque est vraiment important. Bon, mais n'oublions pas de développer une stratégie SEO par ailleurs. Ouais, c'est ça, hein. Parce que vraiment, tout ce travail sur l'image de marque, c'est ce qui va permettre de poser un univers et d'avoir un lecteur aussi qui va se reconnaître dans cet univers, toutes ces valeurs, comme tu l'as expliqué, Jérôme. Donc, c'est essentiel pour avoir un contenu engageant. Maintenant, à quoi bon engager 3 lecteurs par mois? Hein, donc l'idée c'est quand même d'avoir un contenu qui est visible et développer une stratégie SEO, c'est vraiment essentiel. Donc pourquoi? Parce qu'en développant une stratégie SEO, on va pouvoir être visible dans les moteurs de recherche, on va pouvoir se faire connaître par une nouvelle audience et on va aussi pouvoir sur le long terme atteindre ses objectifs web marketing sans systématiquement faire de l'achat d'espace. On va pas être obligé de faire des Google Ads ou utiliser d'autres canaux de publicité payants pour faire venir du monde. Et alors une stratégie SEO, très rapidement, c'est quelque chose que l'on peut voir comme une grande toile d'araignée composée de plusieurs mots clés. Hein, voilà. Donc c'est tout ce travail sur la recherche et l'identification de mots-clés sur lesquels on veut apparaître qui incarne la stratégie SEO. Et donc pour vous montrer quand même les bienfaits de ce type de stratégie, je vais vous parler d'un exemple qui est Futur en Train. C'est une association qu'on a accompagnée à partir de 2019 et donc qui avait l'ambition de démocratiser vraiment les métiers du ferroviaire auprès d'une audience d'étudiants, d'apprentis, de professionnels et de demandeurs d'emploi, donc auprès d'une audience très variée. Autrement dit, l'enjeu, c'était de devenir vraiment leader sur la thématique du ferroviaire et être visible. Donc on a travaillé et on a obtenu des résultats qu'on peut voir sur la prochaine slide. Donc d'abord, au bout de 1 an de travail, on a réussi à être premier dans Google sur le mot-clé formation ferroviaire. Donc ça, c'est vraiment un objectif qu'on s'était fixé dès le départ et qu'on a réussi à atteindre. Et ça, alors ça nous fait gagner 100 000 apparitions mensuelles dans les moteurs de recherche. Hein. 100 000 sur formation ferroviaire et aussi d'autres mots-clés. On n'est pas forcément exhaustif sur cette slide parce que sinon on vous noierait dans les informations. Mais avec tout ce travail d'optimisation de la stratégie SEO, on apparaît 100 000 fois chaque mois dans les moteurs de recherche. Donc là, on a de quoi se faire connaître par une nouvelle audience, ferrer l'internaute au moment où il effectue des recherches et puis derrière l'engager. Hein, donc c'est vraiment ce subtil mélange de SEO et derrière d'engagement qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Un autre bénéfice, c'est qu'on a 5000 nouveaux utilisateurs par mois qui viennent sur le site, donc vraiment idéal pour attirer une nouvelle population. Et on a aussi Futur en Train qui arrive à atteindre ses objectifs web marketing. Sur leur site, ils ont mis en place un quiz sur les métiers du ferroviaire pour aller guider les jeunes professionnels qui se cherchent dans leur avenir à trouver leur voie. Hein, donc, grâce au SEO, on a 1000 complétions de ce quiz chaque mois. Donc, finalement, on a aussi quelque chose qui
qui fonctionnent. Donc c'est vraiment important pour attirer du monde, hein, si je dois résumer le SEO. Effectivement, on voit qu'il y a quand même deux convictions qui sont très fortes, hein, d'un premier point de vue, le SEO, la plateforme de marque. Donc finalement, ça nous amène à nous dire comment on trouve cet équilibre et comment on peut faire des compromis justement entre ces deux notions-là. Benjamin, est-ce que tu peux peut-être nous parler, nous expliquer comment on arrive à faire ces compromis justement? Oui, avec plaisir. Et on a une base de réponse sur la slide suivante. En fait, la première chose déjà, et ce qui est essentiel, ça va être de faire communiquer les experts SEO et les experts branding. C'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que sans ça, on va jamais pouvoir identifier réellement de points de friction. Et puis chacun va travailler de son côté et finalement jamais remonter de problématiques. Donc tout ce travail sur l'identification des points de friction est hyper important. Et puis on va vous montrer un exemple de point de friction juste après. Et il faut savoir l'exposer clairement à la personne aussi qui doit trancher. Souvent dans les projets, on a les deux visions, le SEO, le branding, et quelqu'un qui doit trancher. Donc on doit être capable d'identifier et aussi d'expliquer clairement les enjeux de ce point de friction, ce qu'il y a derrière. Et puis surtout, on doit être en capacité de proposer une solution. Les solutions, elles peuvent être diverses et variées, mais globalement, elles consistent à s'écarter un peu de la théorie et des bonnes pratiques que tout le monde connaît, hein, et à commencer à être dans véritablement le compromis, quoi. S'écarter des bonnes pratiques pour avancer, quoi. Ok, donc faisons des compromis, Benjamin. Merci. Donc, on a un exemple à vous présenter sur lequel on avait une problématique et on a trouvé une solution. Cet exemple, c'est Certinia. Donc, c'est une société avec laquelle on a travaillé à partir de 2020 et c'est une société qui souhaitait devenir leader sur la thématique des certificats SSL. Et en fait, on est en train de créer leur nouveau site actuellement. Certinia a un site en ligne. On est en train de travailler sur le futur site qui sera bientôt en ligne. Et donc, sur la slide suivante, on va vous parler de ce fameux point de friction qu'on a rencontré. Et vous allez voir, c'est très, très concret. En fait, ce qui se passe, c'est que chez Certinia, on a une guideline branding qui nous impose de commencer chaque page avec un verbe d'action à la seconde personne du pluriel. Et c'est ce qui est illustré par l'exemple que vous voyez sur la partie droite de l'écran. Donc, donnez confiance à vos visiteurs. Se donner, en fait, c'est un impératif. Maintenant, au moment de créer notre stratégie SEO, nous, on a identifié que le mot-clé qu'on allait cibler avec cette page, c'est le suivant, c'est « passer mon site en HTTPS ». Et comme vous pouvez le voir, « passer », eh bien, il est à l'infinitif. Donc finalement, là, on a vraiment un point de friction. On a le SEO qui impose de l'infinitif et le branding qui impose de la seconde personne du pluriel. Alors, comment on a fait pour trouver ce compromis? On est allé solliciter nos experts techniques pour baliser un peu différemment la page et en s'écartant des bonnes pratiques. Alors, pour faire un tout petit peu d'explication technique, en fait, de manière générale, le premier titre apparent sur une page, donc « Donnez confiance à vos visiteurs », en l'occurrence, serait pour le SEO un H1. Okay, c'est une balise HTML qu'on va mettre dans le code pour indiquer à Google que c'est l'élément le plus important de la page. Et logiquement, ce H1, ça doit être le premier élément de la page. Ça, c'est la bonne pratique. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en sorte techniquement que donner confiance à vos visiteurs ne soit pas un H1. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui a été mis en place dans le code. Et le H1, c'est la petite ligne que vous voyez en dessous. Passer en HTTPS, votre site web vous permet de sécuriser les échanges avec vos internautes. Donc voilà le subterfuge. On s'est autorisé de s'écarter d'une bonne pratique quand même pour trouver un juste milieu entre les impératifs du branding et les impératifs du SEO. Et ça aura toujours plus de valeur ajoutée que de rester bloqué et de se dire « qu'est-ce qu'on fait ?» et de jamais trancher. Alors évidemment, il y a aussi, si je peux compléter un tout petit peu à la volée, Benjamin, il y a aussi l'idée de choisir, d'avoir en tête les bonnes pages, là où on va aussi exprimer plutôt le contenu sous le prisme du SEO, et des pages où on va quand même un peu plus cibler par du contenu très marque. Voilà, quand on est sur des pages de type nos valeurs, notre mission, sur des sites plutôt corporate, sites vitrines corporate, évidemment qu'on est un peu moins sur des objectifs peut-être business
intéresse et auquel cas on va jouer ce compromis de bon bah moi je te lâche cette page et toi tu me lâches celle-là et là moi je travaille mes mots et là toi tu travailles ton SEO. Donc il s'opère techniquement comme on vient de le montrer, mais également avec simplement en ciblant les pages dont on sait que ce seront des pages d'atterrissage suite à des requêtes sur Google. Tu me dis si je me trompe, Benjamin, mais je pense qu'on est dans ce genre de compromis également. Ouais, moi avec plaisir, je te laisserai avec plaisir toutes les pages à propos et les formulaires. Salaud. Ok, bon ben je prends. Avançons. Effectivement, merci Benjamin pour ces éléments de réponse. On voit qu'on peut faire des compromis, hein, certains compromis sont possibles. Mais alors du coup, Jérôme, côté marque, oui. Quels sont les outils qu'on va pouvoir adopter pour mettre en œuvre tout ça justement? Les outils. Alors il y en a quelques-uns, mais il y en a un surtout qui va nous intéresser. Avant de rentrer dans l'outil, faut savoir quelles sont les règles qui régissent un discours de marque. Bon, il y en a pas 30 000, mais globalement, la syntaxe, la grammaire, le langage, la ponctuation et en fait le style. Voilà. Et quand on prend toutes ces règles-là, car on a le choix, hein, que ce soit dans la grammaire, la syntaxe ou le langage ou la ponctuation, ça peut nous amener énormément de variations de style et donc de voix différentes pour les marques. Un des outils, ici on en a un exemple, alors on a volontairement un peu masqué le logo parce que c'est plutôt quelque chose qui est ongoing, mais en tout cas rien d'indiscret malgré tout. La charte éditoriale, c'est l'outil vraiment qui nous permet d'adresser, c'est justement ce tone of voice et d'avoir cet équilibre sur de style, en tout cas sur l'intégralité des supports et des canaux sur lesquels la marque s'exprime. Donc la charte éditoriale, nous quand on crée des chartes éditoriales, évidemment il y a plein d'éléments injectés dans cette charte. On reparle des personas, très important de recibler, de redéfinir quels sont nos personas et les cibles auxquelles on va s'adresser. On parle de l'univers lexical, on parle du tone of voice réellement. On a un guide de style également qui apporte des réponses sur de l'iconographie, pas seulement les mots. On intègre un petit peu d'iconographie, c'est notamment très utile lorsqu'on crée des articles de blog, quand on a une vraie stratégie orientée marketing de contenu, inbound marketing autour du blog. On intègre aussi dans la charte éditoriale le guide de style, les règles de mise en forme, les bonnes pratiques SEO qui sont intégrées également dans cette charte éditoriale. Et puis après, on le voit en numéro 7, bien souvent, on rappelle un petit peu la gestion des droits d'auteur. Cet outil, il est fondamental pour ceux qui vont être amenés à créer du contenu par ailleurs sur les supports et pas uniquement sur le site internet. Voilà. Dès qu'on travaille avec des contributeurs externes ou même en interne, à l'échelle d'un groupe, en interne, on a besoin d'avoir des documents qui régissent, qui définissent le cadre dans lequel on doit avancer. Pas seulement la charte graphique. Dans la plateforme de marque, il y a également, si on va jusqu'au bout, si on a une marque qui s'exprime et qui a besoin d'avoir de la cohérence, il y a également la charte éditoriale. Alors, un petit exemple à l'issue de cette slide, un petit exemple, voilà, c'est tout simple. Quand on est sur un site internet et qu'on arrive sur la partie de témoignage, bon, il y a plusieurs façons de raconter le témoignage. Nous, côté marque, plutôt que de dire découvrez les témoignages de nos clients, ce qui va être finalement assez banal, très vu, qui fonctionne en soi, il n'y a pas de faute de style, mais par contre, quand on commence à essayer de travailler son style et sa personnalité, on voit qu'on va peut-être essayer d'apporter un peu d'originalité, et plutôt que de dire découvrez les témoignages de nos clients, on va peut-être dire c'est maintenant que votre cœur balance. Parce qu'en effet, au moment où on clique et qu'on découvre des témoignages clients, c'est bien là où on est censé se dire ok, c'est la bonne solution, allez, c'est bon, je contacte ou je m'engage, je souscris. Donc voilà l'enjeu de cette charte éditoriale, définir, la mettre à disposition des contributeurs et définir tous les styles, toutes les règles qui vont permettre d'écrire du contenu de manière cohérente par rapport au chemin identitaire qui est établi dans la plateforme de marque. Et donc, on a aussi des règles qui régissent le SEO, hein, qui font écho aux règles du branding, hein, puisqu'on touche aux mots, au vocabulaire, aux expressions. Donc, on va avoir les mots-clés. Les mots-clés, c'est vraiment les mots qu'on va cibler, les mots sur lesquels on va vouloir être visible dans Google, en fait. On a aussi le principe de balise strong. Un principe de balise strong, il est intéressant. Pour simplifier, on va dire que c'est les mots-clés en gras. En fait, mettre un mot-clé en strong, ça va indiquer à Google que c'est un mot très important de la page, et donc ça va l'aider à bien référencer la page. Et ça, c'est aussi intéressant parce que d'un point de vue branding, on pourrait avoir tendance à mettre d'autres types de mots en gras.
Donc là aussi, on peut avoir des compromis à faire. Vraiment, est-ce qu'on va mettre du gras sur tous nos mots-clés SEO? Est-ce qu'on va mettre des mots-clés sur toutes nos phrases un peu originales, style est-ce que c'est maintenant que votre cœur balance? Vous voyez? Après, on va avoir le title, donc ce qui est une balise très importante pour le référencement naturel qui va de pair avec la métadescription. Et ça, c'est important aussi, hein, c'est vraiment tout ce que vous voyez directement dans la page de résultats de Google. Lorsque vous tapez un mot-clé, vous avez plusieurs résultats qui vous sont proposés à chaque fois avec un titre et une description. Et ça c'est vraiment aussi un élément hyper important parce que c'est la première chose que va voir l'internaute lorsque sa clé d'entrée, ça va être un moteur de recherche. C'est des éléments qui doivent être super optimisés pour le SEO, mais en même temps, c'est des éléments qui veulent dire quelque chose sur votre marque. Donc, l'idée, c'est que le contenu et la page en tant que telle doivent faire l'objet de compromis, mais même ces informations comme les titles et les métadescriptions doivent faire l'objet d'une réflexion commune. Nous, ça nous arrive d'avoir des clients qui nous disent « Ah ouais, non, on ne peut pas mettre un title et une description full optimisé SEO parce que c'est à ce moment-là qu'on veut mettre en avant notre positionnement, par exemple. » Et puis après, on a aussi le principe de netlinking qui est intéressant. En fait, pour pouvoir être visible en SEO, il faut avoir des liens avec des sites qui sont particulièrement visibles et reconnus par Google comme des leaders. Et alors, ce qui est fascinant, c'est qu'on se rend compte que choisir les sites qui vont envoyer du trafic vers le vôtre, quelque part, ça veut aussi dire quelque chose sur votre image de marque. Alors, je m'explique. Si nous, on est l'agence Limpide et qu'on veut devenir encore plus populaire dans Google et rendre visible notre blog, on va pouvoir aller solliciter des sites qui parlent de thématiques similaires à la nôtre, comme l'UX, etc. Et peut-être des sites ou des médias qui ont des positionnements très intéressants et très proches du nôtre. En fait, on va aller attirer une audience qui peut être intéressée aussi par notre marque à nous et notre façon de voir le monde, quoi. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est juste aller demander à des sites qui sont full optimisés SEO, mais qui n'ont aucun discours de marque, de nous envoyer du monde. Sauf que ça serait performant en SEO, mais pas forcément constructif pour notre image de marque à nous. Donc même dans le netlinking, finalement, il y a des compromis à faire et une réflexion à mener. Et donc, il y a un outil qu'on souhaite vous présenter, qui figure sur la slide suivante, c'est le brief SEO. En fait, nous, comment on procède lorsqu'on veut donner les clés à un créateur de contenu? On va lui fournir un brief, en fait, qui réunit toutes les guidelines SEO à prendre en compte pour qu'en fait, la personne puisse se concentrer à 100% sur le discours de marque et simplement à cocher les cases du brief SEO. Alors, je m'explique. Ce qui est possible de faire, c'est de solliciter un rédacteur qui réfléchirait à la fois au SEO et au discours de marque. Ça existe, hein, ce type de profil. Nous, notre conseil, c'est quand même de solliciter quelqu'un qui est expert en discours de marque et de vous prendre en charge toute l'expertise SEO pour pouvoir bien avancer et trouver un juste milieu et créer un contenu qui va être à la fois visible et engageant. Et donc, on arrive au bout tout doucement de cet exercice. C'est ça. Donc, on a 3 conseils à vous délivrer. 3 conseils que vous pouvez garder en tête et qui vont vous permettre de trouver le juste milieu entre branding et SEO et de produire des contenus à la fois visibles et engageants. Le premier, c'est de faire en sorte que vos experts SEO et vos experts branding communiquent. Ça, je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Sinon, il y aura forcément des ratés. Il faut aussi s'assurer que les compromis soient faits d'un côté comme de l'autre, hein, en fonction du profil du décideur sur les projets. On peut vite tomber dans du SEO only ou du branding only, et c'est là que les experts doivent être bons pour bien présenter les problématiques, mais il faut veiller en tant que garant du projet à ce que les compromis soient vraiment faits d'un côté comme de l'autre. Et alors après, il faut aussi aller contrôler la visibilité de vos contenus une fois qu'ils sont en ligne avec des outils de Web Analytics.
Ça, ce sera un plus. En fait, aujourd'hui, il y a des outils comme Google Analytics, comme aussi SEMrush, par exemple, qui vous permettront de savoir si tout le travail que vous avez mené vous a permis de mettre en place un contenu visible. Et en fait, c'est pas parce que vous avez produit un contenu et que vous l'avez mis en ligne et qui correspond pas forcément à vos attentes que c'est terminé. Les contenus, c'est des choses qui évoluent dans le temps, c'est vivant. Hein, donc, vraiment, suivez vos performances et puis rectifiez si besoin, rien n'est perdu. Bon, en tout cas, on entend bien que Benjamin prend plus la parole malgré tout que moi là sur ce talk. Ça nous dit aussi qu'aujourd'hui, les marques ont besoin de s'exprimer avec singularité et faire valoir un peu cet impact, cette raison d'être et leur positionnement. Ça, c'est clair, c'est sûr. Dans des actions de communication, dans des campagnes de com, évidemment, le SEO n'apparaît pas. Je veux dire, quand on fait de l'activation sur les social media, quand on fait de la com tout bêtement sur des médias peut-être plus classiques ou autres, on n'est pas en train de te parler SEO. Là, on parle d'expérience de marque digitale, c'est-à-dire des marques qui s'expriment au travers de sites internet, de stratégies de contenu sur les sites web. D'où l'importance quand même de cet aspect du SEO et de la performance. Évidemment, l'engagement est nécessaire, mais s'il n'y a pas de trafic, il n'y a pas d'engagement. Donc, Benjamin, je te donne quand même le badge, le badge de l'importance dans toute cette réflexion, sans négliger la partie expression, tone of voice, mais clairement, quand on s'exprime dans une stratégie de contenu et qu'on est online sur le web, sur un site web ou un blog, bah, le SEO, c'est quand même le nerf de la guerre, quoi. Donc après, si on arrive à, en plus, faire des compromis, je vois qu'il y avait une question notamment sur l'histoire du compromis du H1 sur Certinia. Si on arrive à faire des compromis, tant mieux. Mais c'est vrai que quand on vient nous voir et qu'on a dit oui, on veut faire un site, on veut que ce soit génial, beau, mais le SEO, non, non, pas tout de suite, c'est pas un sujet. En fait, souvent, on revient à la charge des mais si, allez-y, allons-y, réfléchissons quand même SEO parce qu'à un moment ou un autre, ça reviendra sur la table. Merci Jérôme pour cette conclusion. Et bien de rien. On va passer aux questions. On a notamment une question de Claire. Celle-là est plutôt pour toi, Benjamin. Comment faire quand on travaille sur un nouveau site d'expérience avec une bonne marque et un bon contenu optimisé? C'est assez facile d'être bien référencé. Quel conseil tu peux donner à Claire? Oui. Alors, je prends une petite seconde pour réfléchir. Alors, quand on dit on travaille sur un nouveau site, c'est-à-dire on part de rien et on a tout à construire, je ne sais pas si c'est assez facile d'être bien référencé. Tout dépend du marché, de ce qu'on vend, non, j'imagine quand même. Ouais. En fait, c'est sûr que je vais être sûr de bien comprendre la question. Mais, ouais. Claire, tu pourras nous dire si j'y réponds bien. C'est sûr que si on a une certaine notoriété, ça va être beaucoup plus facile d'aller construire, d'aller produire des contenus qui vont être à la fois visibles et engageants, puisque la notoriété, ça va générer forcément beaucoup de trafic sur votre site. Donc, dès que vous allez faire un travail d'optimisation sur des contenus, ça va être pris en compte beaucoup plus rapidement par Google. Maintenant, si vous travaillez sur un nouveau site, il faut suivre vraiment les conseils qu'on vous donne aujourd'hui, à savoir commencer par créer une plateforme de marque et la charte éditoriale qui en découle. C'est vraiment ça qui va permettre de poser les bases de l'engagement des contenus. Et puis d'un autre côté, créer une stratégie SEO, identifier des mots-clés et aller les mettre dans les contenus pour pouvoir être bien visible. Il y a quelque chose qui est aussi très important, et j'en ai juste parlé un tout petit peu dans cette présentation, mais si c'est un nouveau site, la question qui se pose derrière, c'est comment gagner en notoriété aussi. Donc en fait, la notoriété, vous allez pouvoir en gagner par le digital et aussi à fond par le netlinking. Il y a une des premières choses à faire si vous créez un nouveau site, c'est de réfléchir à des partenaires qui pourraient envoyer du trafic vers votre site, à des partenaires qui s'expriment sur des thématiques similaires aux vôtres et qui ont des positionnements qui vous ressemblent. Et aussi, une autre méthode de développer votre notoriété, ça va être tout ce qui va passer par des actions hors digital. Et ça, pour le coup, c'est pas mon expertise. Mais
la première chose à faire quand on a un nouveau site, c'est quand même d'essayer de gagner en notoriété, quoi. Et il y a aussi des actions que vous pouvez faire en parallèle, comme par exemple mettre en place des Google Ads ou des actions de communication payantes qui vont de fait faire venir plus de monde sur votre site et donc inciter Google à bien référencer vos contenus. Ça peut être comme ça des actions coup de poing au moment d'une mise en ligne. Ça, c'est Oui, vraiment une valeur ajoutée. Ou rapidement faire de la protection de marque. Enfin, tout à l'heure, on parlait d'Apple on sent bien que le SEO, c'est plus forcément un sujet dans la façon dont ils gèrent leur contenu. Par ailleurs, il y a quand même toujours un petit lien sponsorisé vers Apple quand on tape smartphone ou autre type de requête. On a Apple qui remonte parce qu'ils ont une petite protection de marque et un peu de paid. Est-ce que c'est bon pour cette réponse du coup? Je sais pas si Claire Michard est là, mais en tout cas. Peut-être qu'elle peut nous le signaler dans le chat. Ouais, peut-être ou pas. Et alors, il y avait une autre question de Ducat Tab. Est-ce que le client avait validé notre stratégie Certinia de H1? Oui, hein, on l'avait fait Oui, alors oui, tout à fait. Nous, on a vraiment présenté l'enjeu à notre client qui a tranché et qui l'a validé. En effet, dès qu'on s'écarte des bonnes pratiques basiques, hein, moi, je vous conseille quand même de vraiment en parler et de le faire valider à la personne en charge du projet. On a une autre question. Est-ce que c'est vraiment coûteux d'utiliser Google Ads? Wow. Ça dépend de beaucoup de choses. En fait, ça dépend de votre marché, de votre secteur. Ça va dépendre aussi du budget que vous investissez dans chacun des canaux de votre stratégie web marketing, parce que si vous êtes super investi sur d'autres canaux, ça va être plus difficile de débloquer du budget pour vos Google Ads. Mais de manière générale, il y a énormément de monde sur Google, donc si on veut dépenser, on peut. Donc peu coûteux pour avoir des résultats. Maintenant, ça peut être coûteux si on veut vraiment devenir leader sur le long terme avec de l'achat d'espace. Et c'est là où moi je recommande de quand même travailler votre stratégie SEO en parallèle, parce que c'est ce qui vous permettra sur le long terme de vous émanciper peut-être de ces Google Ads en ayant une présence bien inscrite dans les moteurs de recherche. Ok. Bon, eh ben, je pense que on est bon. Je vois que Naomi est en train de taper. Je sais pas ce que Naomi est en train de taper. Non, il y a Claire qui est en train de nous dire qu'elle est là. En fait, elle a répondu dans le chat Oui, j'ai vu. des questions. En tout cas, n'hésitez pas si vous souhaitez poursuivre ces échanges ou échanger sur vos problématiques à vous. On se fera un plaisir de prendre un moment avec vous pour échanger sur vos sujets personnels. Merci à tous. Je vois que Naomi a mis le lien de son agenda. Donc, du coup, prenez rendez-vous avec elle. Ça sera super. On pourra parler de SEO et plateforme de marque avec grand plaisir. Ok, merci à tous. Merci à tous. Merci copains. Salut. Merci Bonne à journée. tous. Au revoir. Bravo Ben, bravo Jérôme, bravo Naomi. À bientôt.